Salut Jiwi. Hey, what's up, Mike? Ça, écoute, quel bel épisode on va vous présenter aujourd'hui. Sans plus attendre, là, on a reçu Lise Leclerc, Justin Coutu. Lise Leclerc qui est directrice des relations d'affaires là, à Financement Agricole Canada. Justin Coutu, directeur principal des relations d'affaires à Financement Agricole Canada. Vous ressentez un peu des fois l'hésitation. C'est beaucoup d'acronymes, beaucoup de trucs à maîtriser. C'est comme important de bien le poser là, avant de se lancer dans le bain. Yes. Puis justement, on va discuter avec ces deux belles personnes de plein de choses, de rentabilité, de technologie aussi, de trouver des fois le point de bascule entre qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui l'est pas, à quel point des fois la croissance trop rapide, mais c'est une prise de risque aussi au niveau des producteurs-productrices. Fait que c'est vraiment intéressant. Je trouve que c'est un bel épisode qui pourrait peut-être en décourager certains. On parle beaucoup de c'est ça, au niveau qu'est-ce qui se passe au niveau économie, mais c'est super intéressant parce qu'au final, ça permet aussi de comprendre c'est quoi les grandes lignes. Dans le fond, autant quand on vient demander un prêt que quand on gère la business, dans le fond, à quoi c'est censé ressembler, qu'est-ce qu'on doit viser. Fait que ça va être super intéressant. Puis sans plus attendre, bonne écoute aux auditrices et auditeurs du balado. Allez. On se revoit bientôt. On aimerait remercier notre commanditaire principal de notre saison 5, Tessier, fabricant de serre et allié de choix des maraîchers et sériculteurs. Tessier, c'est fabriqué ici même au Québec. C'est des structures de première qualité. Donc, joignez-vous au mouvement. Cultivez Tessier, vous aussi. Merci à notre commanditaire pour cet épisode Financement Agricole Canada. Donc, Financement Agricole Canada qui se distingue en étant le seul prêteur entièrement dédié à l'agroalimentaire et à l'agriculture au Canada. Grâce à l'établissement de relations solides et de partage de connaissances et d'expertise avec des milliers de clients à travers le pays. FAC place la réussite de ses clients au centre de son propre succès. En tant que fervent soutien des entrepreneurs, FAC croit en l'avenir prometteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. En qualité de partenaire et de catalyseur, FAC s'engage pleinement à promouvoir et à soutenir l'évolution de notre industrie. Merci FAC. Une production Origine. Donc aujourd'hui, on va discuter ensemble de rentabilité, dans le fond, agricole. Donc, on aimerait ça, je pense, rentrer là, quand même dans le vif du sujet plutôt, pour parler de c'est quoi, dans le fond, les principaux défis. On le sait que dans le milieu agricole, il y a énormément de défis quant à la rentabilité, la viabilité des entreprises. Ça serait quoi, selon vous, ces défis-là en soi, là? Les défis sont nombreux. Toute production confondue. Chacun vive à leur façon les défis. Dans le courant des dernières années, je pense que ça a été encore plus marquant. Puis moi, depuis l'expérience que j'en vois là, des dernières années, c'est le grand défi de savoir à quel prix faire l'expansion. D'où je dois amener mon entreprise pour la rendre viable. Ouais. Puis en achetant soit de la terre d'un voisin, si terre du voisin, tu la calcules, n'est pas nécessairement rentable. Puis, mais de ne pas acheter, c'est un signe de décroissance. Fait que c'est beaucoup entre les deux oreilles là, que ça vient jouer. Fait que ça, c'est majeur que j'ai constaté là, dans les dernières années. Ouais. Puis autant pour la relève, autant pour les personnes qui vont céder. Fait que ça, c'est un bon gros défi. Super intéressant. Fait qu'il y a comme un peu cet aspect-là au niveau de la croissance qu'il peut avoir à défaut de trouver le bon mot en français, mais un tipping point où ce que là, finalement, l'espèce de croissance va jouer contre le producteur ou la productrice qui, finalement, va pas apporter plus, malgré des fois les revenus générés de plus, va pas apporter plus de rentabilité. Je comprends. Oui, le point de bascule, ou de dire j'y vais ou j'y vais pas. Ouais. Puis, tu sais, en même temps, de pas y aller, tu sais, des fois, moi, je veux dire à certains clients, parfait, tu investis plus, c'est correct, là. Ouais. Sauf que quoi, quand tes enfants vont arriver dans 20 ans, là, le parc de machinerie est plus bon. Les bâtiments n'ont pas été entretenus comme il faut. Ouais. T'as pas drainé ta terre. T'as pas... Et ça marche pas, là. Toi, tu vas avoir emmené ton entreprise à quelque part, mais tu vas pénaliser la prochaine génération parce que t'as plus de dette. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. C'est pas tout le temps... Ouais. J'imagine qu'il doit y avoir un espèce de jeu aussi, quand même... subtil où ce que après ça quand tu réinvestis pour actualiser justement ton parc de machinerie tout ça, au final ça fait quand même augmenter aussi le prix en même temps, la valeur de l'entreprise une fois qu'elle est rachetée par une potentielle relève. Oui. Est-ce qu'il y a là aussi, même si ça peut sembler un peu contre-intuitif de dire en même temps je veux pas nécessairement réinvestir massivement non plus
avant de léguer, ou au final, c'est quand même plus important d'avoir quelque chose qui se tient quand c'est passé? C'est une bonne question. Dans le fond, c'est du cas par cas. Tout dépendamment de l'engagement aussi, de la relève que tu as aussi, puis l'ambition d'eux autres. Là. Fait que tout d'abord, il faut vraiment se faire un pas arrière et dire, on le fait pour qui? Là, présentement, c'est eux, les personnes qui sont en place, qui le font. D'imaginer des plans aussi pour le relève et tout ça, ça peut être un danger. Oui, effectivement, de maintenir une certaine valeur à jour d'entreprise, c'est important, qu'à suivre les mouvements économiques, qu'à suivre un peu les besoins. Les normes. Puis, les normes. Puis, après ça, qu'elle soit transférable. Mais c'est là, après ça dépend toujours de ta relève, son ambition, tout ça, c'est de faire un plan par rapport à ça. Il faut que ça se discute d'abord. Puis souvent, on voit l'erreur, tu sais, qu'ils prennent pour acquis des projets qui sont plus pour eux. Mais le danger, c'est en tout cas, de faire attention à des investissements irréversibles aussi dans ce cas-là. On a vu mettons, une étape qui va s'appeler ma relève s'en vient, on refait une nouvelle étape. On refait une nouvelle étape, on investit 2 millions, puis finalement... La relève n'est pas à l'aise. Ils ne tentent pas tant que ça de tirer des vaches. Revendre une étable, ben oui. Normalement, tu ne retrouves pas la valeur peut-être que tu as investi au départ. C'est un danger. C'est une bonne planification quand un on investissement fait des... irréversible. C'est bon, ça. Vous pensez que ça va être quoi, dans le fond, un des impacts? Parce que dans le fond, on sait qu'un des aspects, un des défis, justement, on en parlait un peu avec le legs des fermes, mais c'est la relève, là. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous entendez peut-être des clients avec qui vous faisiez affaire, que ça les inquiète? Est-ce que vous avez déjà eu des retours un peu sur cette nouvelle-là? Bien, moi, je travaille principalement en Montérégie. Puis, j'ai du boule, mais il y a beaucoup de relèves. Vraiment. Il n'y a pas d'enjeu. J'ai quelques clients qui ont des enjeux, mais c'est vraiment une faible minorité. Là. Il y a une belle relève parce que le secteur est dynamique. Il y a de l'avenir quand ils regardent. Puis la relève qui est souvent formée aussi. Cégep, université, là, on a des jeunes qui sont formés puis qui sont créatifs. Là. Il y a beaucoup de bouche à oreille qui se fait aussi. Là. En agriculture, on finit par tous se connaître. C'est un petit milieu quand même. Oui, ça finit par s'échanger puis se savoir. Mais... J'ai le même constat. Moi, je dirais pas qu'il y a beaucoup de relèves, mais elle est très qualifiée. Qu'elle est très qualifiée, bonne, être impliquée, investie à jour. Souvent, on envoie des gens qui ont du talent, ils n'ont pas les moyens. Puis souvent, les moyens, c'est plus les producteurs qui sont cédants. Puis des jeunes avec du talent, d'être à jour avec l'informatique, tout ça, c'est des génies, ça pourrait être complémentaire. À cette heure, il faudrait peut-être être creusé plus loin, au-delà de la relation d'un cédant et d'un potentiel relève. Il y aurait c'est compliqué, c'est pas simple, mais si on a besoin d'une relève plus tard, il faut sortir peut-être aussi du cercle normal de qu'est-ce qu'on connaît. Puis là, c'est le fun, on parle un peu des défis. Moi, j'aimerais ça aussi savoir, juste pour se faire une tête un peu sur le sujet, mais c'est quoi quel secteur, mettons, agricole au Québec, en ce moment, on observe qui performe bien au niveau de la rentabilité, tu sais? C'est-tu la volaille? Avec les saisons. Bien, je vais dire, dans chaque secteur de l'agriculture, il y a des performants. Peu importe. Peu importe. Des fois, on peut penser que certaines productions sont plus avantageuses que d'autres, mais comme je reviens au début en entrée de jeu, c'est qu'ils ont tous leur lot de défis, que ce soit des fermes en gestion de l'offre, qu'acquérir du quota, c'est pas simple non plus. Puis malgré ça aussi, ils ont de la pression là, avec tous les marchés. Fait que je peux pas dire qu'il y en a plus un que d'autres. Là. Moi, je dirais l'opposé. Dans chaque secteur, il y en a qui sont moins performants. Oui. Puis tu sais, tu dis, mais comment ça que ça fonctionne pas ici? On les voit là, vraiment dans les deux. Puis tu sais, c'est des gens qui sont créatifs, qui sont capables de connaître leurs forces, qui sont capables de connaître avec quoi je deal, c'est quoi mon marché à moi. Ces gens-là vont généralement aller comme un step en avant. Là, intéressant. Fait qu'il n'y a pas nécessairement... Tu sais, mettons, moi, je sais pas si c'était peut-être un mythe, mais tu sais, c'est un truc que j'entendais souvent comme, tu sais, la volaille au Québec, ça marche bien. Tu sais, c'est une industrie qui... c'est une industrie ou c'est un secteur. C'est un secteur, exactement, qui, en général, économiquement, s'en sort bien, tu sais. Oui, puis la consommation de poulet augmente tout le temps. Oui, c'est ça. C'est des vecteurs aussi qui... Sauf que comme manger des légumes, c'est
profitable, c'est bien présentement, mais la volaille, faire une expansion majeure, construction d'un poulailler, d'acheter un quota. Des investissements énormes. Ça aussi, ça peut jouer, ça peut mettre une entreprise, de la fragiliser aussi. Puis c'est beaucoup de calculs à savoir, on le fait-tu, on le fait pas. Beaucoup, Puis le démarrage est excessivement difficile. Ah ouais. Dans la volaille, là. Parce que ça prend des mises de fonds très importantes. Ouais, c'est ça. Dans le fond, dans tout ce qui a des quotas en soi, j'imagine les démarrages sont plus difficiles. Si on va de cet angle-là, mettons, démarrer, y a-t-il des secteurs qui sont plus faciles à démarrer, là? Que d'autres, mettons. Des maraîchers dans les éboulements, peut-être. Ouais, c'est ça qu'on dit. Effectivement. Ça n'a pas pris grand-chose, on avait une femme. Mais souvent, dans le maraîcher, oui, parce que ça prend beaucoup moins de choses. Oui, c'est ça. Les investissements sont moins grands, le parc de machinerie a besoin d'être moins gros. Mais dans Montérégie, le prix des terres aussi, quand même, un enjeu majeur. C'est un enjeu, puis c'est un enjeu majeur pour toutes les productions également. Que tu veux grossir un troupeau, tu veux être conforme au niveau de l'environnement, au niveau de la volaille aussi, ça prend des terres. Les terres sont leur rentabilité économique. Il y a plus l'écart entre la rentabilité économique et la valeur marchande va être grande, mais la difficulté s'impose. Ben oui, c'est ça. C'est un bon point, effectivement. L'accès aux terres. Aussi. Parce que, mettons, il y a des gens qui disent, bon, ben, moi, je vais agrandir mon troupeau laitier. Ouais. Sauf que pour faire ça, ben, il n'y a pas assez de terre. Donc, il doit avoir, mettons, 100 acres de terre de plus. Il n'y en a pas. Ah non, c'est ça, exact. Il y a une limitation, c'est pas toujours parfait. Mais c'est ça. Quand on pense quand c'est dans des secteurs comme Montérégie, j'imagine, ou les secteurs qui sont vraiment en ce moment, mais qui sont très, contournés, là, si on veut. Ils sont en train de se faire entourer par la ville, tu sais. Fait que c'est sûr que là, dans ces contextes-là aussi, ça doit être difficile. Le prix augmente, puis les terres diminuent. Fait que... Puis il y a de la relève. Fait que tout le monde veut une terre. Ah ouais, c'est ça. Tout le monde en veut une autre. Ben oui, c'est ça. Ça fait de la surenchère. Ah ouais, OK, c'est là qu'on parle de surenchère. Ben oui. Ouais, clairement. Puis ça, j'imagine vraiment observable aussi dans les coins où justement c'est super vivant, où que l'agriculture justement se passe beaucoup. Ben là, clairement que ça j'imagine les gens ont tendance à vouloir converger aussi vers ces endroits-là. Plus qu'en région éloignée. Ouais, c'est ça. C'est un fait. Fait que là, on le comprend bien qu'on a un peu mis la table sur justement les défis, compris aussi dans le fond que là, peu importe le secteur, on sait, il y a des difficultés, il y a des réalités dans le fond qui sont différentes pour chacun. Puis comment elle s'incorporer dans tout ça, c'est quoi le soutien qu'elle peut offrir, prêt, mais même autre aussi, est-ce qu'il y a de l'accompagnement qui est fait aussi? Ben, d'abord, notre mission, qui est d'être en soutien à l'agriculture point de vue canadien. C'est une mission qui est dictée par le gouvernement, entre autres. On se spécialise uniquement dans ce domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Ouais. Puis, par exemple, moi, je suis rentré chez FAC dans... Je dirais pas le nombre d'années. Mais vous allez deviner que quand c'est la pleine crise de la vache folle, en pleine crise de la vache folle, au lieu de se retirer de les clients puis de rappeler des marges de crédit ou des prêts, mais c'était de trouver des outils pour être plus patient, de laisser passer la roue. On a même connu les hamburgers gratuits dans certaines chaînes, parce que pour encourager à manger de la viande, imagine le producteur, comment c'est via un stress. Mais on était des premiers créanciers à vouloir mettre des moratoires de paiement, de capital intérêt, puis finalement, c'est un cycle, c'est une durée, on a laissé passer le temps. Fait que, je pense que le meilleur accompagnement, c'est ça. C'est d'être à l'écoute puis de la réalité des clients. Fait que, puis présentement, avec l'effet climatique, le producteur c'est au dérable le printemps, mais c'est toujours la ligne est mince souvent. Fait qu'il y a puis il faut attendre la prochaine saison avant de se rattraper puis de revaucher une année qui a été plus difficile. Fait que ça prend du capital patient, des financements qui sont un peu plus patients, qui sont à l'écoute d'un peu de leur type d'entreprise. OK. Parce que c'est un cycle. Ouais. Il n'y a pas une saison qui est pareille. Tu as beau finir ta saison de production, puis tu fais comme, OK, celle-là, j'étais tout en contrôle. L'année prochaine, ça se peut que ça soit pas tout l'été. Ben oui, c'est ça. Tu étais autant en contrôle, mais c'est pas toi qui es la fin, c'est pas toi qui maîtrise la fin. On est patient. On est patient. En 2023, quand il y a eu les gros coups d'eau, mais on accompagne des producteurs aussi là-dedans. Ben parce que on n'a pas le choix. On fait juste ça, nous autres, l'agriculture. On n'aura pas financé demain matin des maisons. Là. Ben non, c'est pas ça notre mandat. On accompagne le monde, puis dans les bons puis dans les moins bons moments. Avec un peu de patience, du capital patient. Je pense que c'est intéressant. Puis est-ce que, justement, à FAC, est-ce qu'il y a, comment dire, une espèce de stratégie? Est-ce qu'il y a
Ou plutôt, est-ce qu'il y a une manière de, des fois, peut-être quantifier, observer un peu qu'est-ce qui va se passer, mettons, économiquement dans le secteur agricole, justement par rapport au changement climatique, à qu'est-ce qui s'en vient? J'imagine que ça fait partie aussi un peu des projections, puis du... Je vous invite à aller sur le site Internet, www.fac.ca. Il y a des études d'économistes qui font ça à temps plein. On a des excellents économistes. Une belle équipe, là, peut être fière de ça, là, qui font un excellent travail. Peut-être pas au niveau climatique pointu, mais on parle plus globalement. Là, je dois mettre un peu de pression qui prédisent l'avenir, mais non, honnêtement, c'est quand même... Puis on est une institution aussi qui a une base de données énorme de l'agriculture canadienne. C'est ça, au niveau canadien, c'est sûr que... Fait que non, ils font des très bons articles là-dessus aussi. Je ne me permettrai pas de parler à leur nom. Parfait. Ben écoute, on ira voir ça. Ça peut être intéressant justement un peu pour comprendre aussi. Tu sais, des fois, je pense qu'il y a même... tu sais, il y a comme l'agriculture, mais tu sais, qui est quand même imbriquée dans une dynamique économique aussi. Fait que c'est intéressant des fois de pouvoir... Puis, on est gros, mais en même temps, on est un grain de sable dans... Tu sais, je regardais la production mondiale de soya par rapport à ce que nous, on fait au Québec de soya. C'est un grain de sable. Fait que c'est beau dire, c'est pas assez cher le prix de la tonne. Oui, mais on a peu de contrôle là-dessus. Dans tes légumes, tu peux avoir un peu plus de contrôle, mais en même temps, le prix de ton lait, il y a peu de contrôle, mais on est là, on accompagne dans les mauvais puis dans les moins bons. Ouais. Les moins et les bons aussi. Oh, j'ai dit les mauvais. Les moins bons. On dit que ça va mal. Ça faisait beaucoup de pas bon. Des fois, 2 négatifs. Les changements climatiques, on sait, on ne peut pas se cacher dans le sable, on sait que la façon de produire va être différente, spécialement dans les légumes. J'avais une présentation dernièrement d'Ouranos que vous connaissez. Oui. Il disait qu'en 1980, dans le sud de Montréal, il y avait 4 journées où il faisait plus que 30 degrés. En 2080, il va y avoir 30 journées où il va faire plus que 30 degrés. On va devoir changer nos façons de produire. Ce qui se produisait dans le sud va peut-être se produire à Joliette. Exactement. On en parle aussi au niveau de l'érablière. Ça va se déplacer vers le nord. Mais est-ce que là, présentement, il n'y a peut-être pas le potentiel d'érable? Tout simplement. Mais oui, par rapport aux effets climatiques, peut-être que la production va se déplacer plus. Oui, c'est ça. J'ai entendu qu'il faudrait commencer à planter des érables dans des endroits où il n'y en avait pas originalement. C'est une stratégie qui peut... Mais ça va être de s'adapter. Parce que l'adaptation, c'est la base d'un bon gestionnaire. D'être capable de voir... Tu ne peux pas toujours voir venir les coups, mais... La réaction à ça, tu sais, il faut être un coup ou deux d'avance. Oui, c'est ça. Puis d'être agile, puis de pouvoir, c'est ça. Ça virait de bon. Ça virait de bon. Ça va prendre ça, tu sais, c'est sûr. Oui, parce que ça ira. Contexte. C'est triste. C'est triste pour vos enfants, nos enfants, les petits-enfants, mais la température va continuer de changer. Là. Oui, c'est ça. C'est pas demain matin qu'on va mettre les 2 pieds sur le frein et on va dire il n'y en a plus de changement climatique. Non, c'est ça. Là, on est plus dans une étape, comme tu dis, d'adaptation et au changement en soi. Puis, admettons qu'on revient vraiment plus dans une perspective de rentabilité économique en soi. Est-ce qu'il y a des programmes, justement, qui existent pour accompagner les agriculteurs, les aider, justement, à améliorer leur rentabilité? Bien, beaucoup de matériel, je reviens sur le site Internet. Dans le fond, il y a beaucoup des balados où il y a plus des agri-succès, il y a beaucoup de lectures qui pourraient être faites. Il faut dire aussi que dans chacun des secteurs d'activité, je pense plus peut-être pour le lait ou les grandes cultures, il y a des clubs conseils pour vraiment aller connaître son coût de production, de se faire évaluer. Ça, c'est bien important. Dans le fond, c'est d'apprendre à s'auto-évaluer nous-mêmes. Là. Fait que si tu as des formations, des lectures adaptées là-dessus, mais de dire qu'on a un comité exprès pour ça, non, mais on est capable de faire des comparaisons. On a des analyses comparables à l'interne qu'on pourrait, chaque client peut demander comment il se situe par rapport à d'autres. Mais c'est peut-être pas aussi poussé vraiment que des clubs aussi qui vont aller... vraiment dans le détail. Dans le détail. Mais quand même, ça donne un bon indice. Il faut qu'en tant que gestionnaire, c'est important. Je pense que avant tout, tu es une personne en affaires. Donc, c'est important d'avoir un peu tes résultats. Savoir où tu te situes dans une moyenne. Idéalement, et savoir comment tu évolues par rapport à toi.
Parce que ben, ça, c'est bien le fun de se comparer avec les autres, là, mais compare-toi avec toi aussi, puis voir qu'est-ce que tu fais de bon et de moins bon d'année en année. Fait que ça, c'est la plus belle lecture. Le plus beau résultat, c'est les tiens. Après ça, oui, il y a des données sur l'industrie, mais il faut toujours prendre un peu de bol puis ajuster. Ça, c'est intéressant quand même. Ouais, des fois, ça devient... le premier réflexe, c'est de se comparer aux autres, mais tu sais... De se comparer dans le temps, puis tu sais, comme on le disait, c'est pas d'une, tu sais, de se voir sur un cycle qui est peut-être un peu plus long que d'une année ou deux, tu sais, mais de se voir sur 10 ans, comment qu'on a performé sur 10 ans, ça peut donner plus de contexte que sur 2 ans, tu sais. Exact. Puis sur plus longtemps aussi, tu es capable de dire, bon, comment ça que cette année-là, ça m'a coûté 50 000 $ de plus de salaire. Qu'est-ce qui s'est passé? D'être capable de prendre des notes, puis de noter tout ça pour savoir avec du recul, bon, mais j'ai fait une économie parce que ça. Puis finalement, j'ai vendu un peu plus cher. Tout, ça prend juste quelques pourcentages de plus ou de moins pour faire une différence en balance. Ben oui, c'est clair. Puis ça passe, j'imagine, aussi beaucoup par, justement, comme tu dis, la prise de données, tu sais, journal de bord, tu sais, être capable de suivre ces chiffres, avoir de la donnée, puis de la donnée encore pertinente à analyser. Mais clairement aussi, j'imagine, il y a quelque chose là-dedans qui relève aussi de l'observation des agriculteurs, des agricultrices, à observer ce qui se passe, à être capable de déchiffrer aussi qu'est-ce qui se passe avec ça. Puis, ouais, clairement, les clubs conseils, j'imagine, viennent jouer un grand rôle aussi là-dedans. Je vais penser aussi dans la mission d'FAC, c'est le soutien aux agriculteurs. Le plus bel exemple, je pourrais donner, c'est que FAC investit dans une compagnie de logiciels. Pour développer, pour offrir des logiciels AgExpert à la clientèle, des logiciels qui sont quand même bien abordables, qui sont à la fine pointe de la technologie. Tu sais, autant pour faire une tenue de livre, être capable de se comparer d'année en année, de tenir un bon registre de ses résultats. Puis celui de Chang également, la même chose. Ça ne prend pas un diplôme d'université en informatique. Exactement. Il est resté quand même assez simple. Quand même assez simple. Puis ça, c'est la première étape, à mon avis. C'est d'être capable de se chiffrer, capable de donner avoir des résultats. Continuer à avoir un bulletin, s'évaluer. Ça passe par la tenue de livre, la tenue des chiffres. Fait que ça, c'est le plus bel exemple que FAC a pu investir pour... Puis c'est souvent la chose qu'on va mettre de côté le plus rapidement parce qu'on n'a pas le temps. Oui, c'est ça. Ben oui. Tu sais, c'est pas vrai que je vais aller faire de la comptabilité. Il faut que je sorte une commande. Exact. Ça vaut la peine. Oui, c'est ça, l'administration au final. Oui, puis on voit la différence dans les gens où ils prennent du temps pour le faire. On est capable de remarquer que... C'est clair, j'imagine, un moment donné, c'est comme le classique aussi en même temps, mais clairement que ça apporte une lucidité en même temps sur la situation, tu sais, versus que des fois, juste être dans le feu roulant quotidien, là, à un moment donné, c'est comme difficile d'avoir assez de rétrospective pour analyser. Vous êtes collé sur l'arbre. Oui, c'est ça, exact. C'est la même chose. Tu vois pas plus la forêt. Puis le problème, moi qui arrive d'extérieur, je vais faire, t'as-tu pensé à ça? C'est évident. Mais la personne n'est plus là. Elle fait juste patiner, elle essaie de s'en sortir. Mais... C'est ça, au final, d'avoir des chiffres. Mais nous permet une autre lecture que peut-être, justement, ce que tu peux avoir juste en feeling, tu sais, quand tu es sur ta ferme, tu sais, de voir les ventes rentrer ou quoi que ce soit. À la fin de l'année, c'est sûr que si tu peux faire une belle lecture de tes chiffres, bon, c'est une base essentielle, j'imagine, tu sais, connaître tes coûts de production. Je me demande à quel point c'est tout le monde qui est capable de les dire puis d'être conscient de c'est quoi ces vrais coûts de production, tu sais. Naturellement, tu veux faire du maraîcher. T'es passionné par faire du maraîcher, moins par les chiffres. Mais au moins, si t'es conscient de ça, paye quelqu'un pour le faire. C'est ça. Au moins d'être s'auto-évaluer, trouve-toi des personnes de confiance pour être capable de prendre cet aspect-là, parce qu'il y en existe du monde qui aime ça, passionné par les chiffres. Oui, c'est ça. Il y a toujours quelqu'un qui aime faire ce que toi, t'aimes pas. Exactement. C'est se donner les moyens de le faire, puis c'est un bon investissement aussi. Parce que c'est essentiel pour les discussions, pouvoir se comparer, puis d'évoluer. Parce que tu serais surpris la quantité de gens qui ne connaissent pas le coût de production. Oui, c'est ça. J'ai comme l'impression, là, tu sais, on est des agriculteurs, c'est comme un métier de passion, mais qu'en fait, le côté entrepreneur, gestionnaire, des fois, il prend le bord un peu, mais de plus en plus, on s'en rend compte. Là. Puis nous, c'est un truc qu'on entend beaucoup, là, tu sais, particulièrement en maraîcher, tu sais, à plus petite échelle. Où il y a beaucoup de variétés, beaucoup de trucs. Je pense que la majorité, en fait, ne doivent pas être au courant des coûts de production ou ont une idée, peut-être sommaire, mettons, en fonction des intrants, certaines cultures, peut-être vraiment plus au niveau de, on pourrait dire par mètre de champ, dire à peu près... La main-d'œuvre. La main-d'œuvre et tout. Mais d'avoir vraiment une idée précise, de savoir, moi, mes carottes, c'est ça mon prod, puis...
Je pense que c'est son ben, rare, c'est ça. Dans le contexte de même de petites fermes ultra diversifiées, là, ça peut être Encore. un beau vraiment complexe. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, quand même. Là. Mais de quand même avoir une idée de, écoute, moi, ça m'a coûté X en salaire cette année. Ouais, au moins. 50% de ton coût de dépense? Ouais, c'est ça. OK. Ça marche pas. Ça devrait, c'est ça, tu devrais pas dépasser 40. Ouais, c'est ça. Où on se place, là. Il y a des balises comme ça qui sont intéressantes. Celles-là, moi, j'étais un peu plus conscient. Là, mettons, le coût de main-d'œuvre ne devrait pas dépasser 40. Y a-tu d'autres trucs comme ça, des espèces de règles du pouce qu'on pourrait connaître qui sont intéressantes à savoir? J'imagine encore, là, ça dépend de. Le solde d'après service de la dette, une fois que tes paiements sont faits, il te reste un montant à la fin de l'année, après tes opérations. Tu sais. À l'université, on parlait de dans 5 et 10 OK. Je parle du général. Là. C'est pas rare qu'on va en bas de ça. Ouais. Puis surtout quand les taux d'intérêt ont augmenté. Mais ça peut être une bonne balise. Il faut rémunérer les investissements que tu as faits puis les actions que tu as prises dans ton entreprise parce que c'est le bénéfice qui fait la valeur d'une certaine façon. Fait que s'assurer que tu bookes tes choses puis que tu as une bonne marge pour un imprévu. Okay. Ça, c'est un petit objectif bien simple. Ouais. Ou le taux d'endettement à l'hectare ou au kilo de quota. Ça donne, mais en même temps, il faut faire attention dans quelle région on est. Là. Oui, c'est ça. La région méchante. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a plusieurs facteurs, mais tu sais, si dans une région, on est capable de se regarder, ben, ça donne une idée. Ouais. C'est intéressant. Justement, là, on parlait un peu de l'endettement. Ça fait référence au prêt. Fait que, mettons, pour les gens qui nous écoutent, qui voudraient justement peut-être aller chercher un prêt ou qui voudraient avoir de l'accompagnement justement dans cette démarche-là, c'est quoi un peu les critères pour pouvoir justement pour faire des demandes de prêt? Y a-t-il des critères précis? Comment ça marche un peu cette dynamique-là? Écoute, il y a les 5 critères, les 5 C. Non, mais pour te demander un prêt, tu sois citoyen canadien. Ça peut être vu de même. Le demande qu'on l'interprète. Il faut que tu aies plus que 18 ans. Ouais. Okay. Et il faut que tu déclares 5 000 par année de revenus agricoles. Dans ton rapport d'impôt. Ouais. Fait que ça, c'est les critères de base? De base. Puis toi, t'avais-tu une autre version? Après, dans les faits, c'est curieux, mais il y a 5 critères. L'autre, on appelle les 5 C en anglais. Le premier critère, ça va être étonnant, c'est pas les chiffres. C'est la personnalité, caractère. De la personne. Tu sais, la personne, elle est capable de s'auto-évaluer. Tu sais, elle connaît ses forces et faiblesses. As-tu des faiblesses en gestion ou es-tu bien. Elle connaît-tu son réseau? Parce que ça ne sera pas un travail d'une seule personne. Là. Ça va prendre un bon agronome qui s'occupe de ses champs. Tout ça. Es-tu à mesure d'évaluer tout ça? Une personne qui a pris de l'expérience, qui s'intéresse, qui s'informe, qui s'implique, pour moi, ça va être convaincant. Après ça, les chiffres, c'est très important. Y a-tu un projet qui va être viable? Mais normalement, la personne doit être capable de s'auto-évaluer par rapport à ça aussi. Fait que le premier critère, le caractère de la personne, je reviens sur sa personnalité à la limite. Fait que, puis je l'enseigne ça, je l'enseigne pas, je le présente souvent à des étudiants, puis OK, on s'entend avoir des chiffres, des mises de fond et tout ça. Mais c'est surtout sur la personnalité. En deuxième lieu, la capacité de payer, ça va de soi. Faire un projet, on veut s'assurer que vous allez pouvoir en vivre, capable de se rémunérer un salaire. Puis après ça, on parle de garantie. Puis le dernier, c'est les conditions. Qu'est-ce qui est le marché? On parlait un peu tantôt des effets climatiques, les taux d'intérêt, mais tout ce qu'on n'a pas le contrôle dessus. Fait que ça fait partie des risques. Comment on se positionne face à d'éventuels risques? Fait qu'il faut se poser la question. On a des plans B par rapport à ça. Fait que c'est pas mal être capable de répondre à ces critères-là, mais tu as fait une bonne partie de l'ouvrage. OK, c'est ça. Puis pour même, c'est ça, revenir sur, mettons, la partie conditions, c'est vraiment pour la personne, mettons, qui vient présenter son projet, d'avoir un peu comme une espèce de piste de solution alternative s'il y a telle ou telle chose qui se passe. Des plans B. Des plans B, c'est ça. C'est quoi ton plan B? Parce que on veut tout le temps que ça fonctionne, là. Mais ça se peut. Ça se peut que ça ne fonctionne pas. On fait quoi? Est-ce qu'on arrête tel produit dans ta production? Est-ce qu'on vend une terre? Est-ce qu'on retourne travailler l'hiver à l'extérieur? C'est quoi nos plans B? C'est toujours... En général, c'est une bonne idée aussi d'avoir ça en tête puis d'être capable de... Encore une fois, ça revient à l'adaptabilité puis d'être capable de se revirer puis de savoir réagir à plusieurs situations. Là. C'est ça. Puis au niveau, justement, quand tu dis personnalité, c'est là que j'imagine que la personnalité vient en jeu. C'est-à-dire, j'imagine que si quelqu'un se présente puis qui est comme...
il a de l'air 100% convaincu, sans aucun moindre doute que c'est ce projet-là qu'il présente qui va fonctionner. Peut-être que c'est là qu'il y a des lumières qui s'allument, ou comment que ça s'analyse un peu la personnalité, si on veut? Tu le vois tout de suite, la personne, il y a des gens, là, ils ont une passion contaminante. Là. Ils viennent au bureau, puis l'exemple d'un producteur maraîcher ou laitier, tu as envie de t'acheter une terre après l'avoir Mais je vais donner l'exemple qui me vient en tête, là, c'est peut-être pas maraîcher, mais quelqu'un qui vient pas d'une entreprise laitière, il a travaillé toute sa vie comme représentant, mais il a créé son réseautage, ses connaissances, sa valeur. Parce que dans toute industrie, il y a de la formation continue. Il faut que tu sois à jour, que tu sois au courant. Fait que lui, en même temps, mais il part dans un domaine laitier. Il y a des voisins qui peuvent connaître des producteurs laitiers qui peuvent se faire aider. Fait que le chemin n'est pas pareil, mettons. Mais même pour une relève qui a déjà son entreprise, mais si lui, il veut avoir un volet, mettons partie de grande culture conventionnelle pour aller vers le bio, mais il faut qu'il fasse des efforts, puis qu'il s'implique, puis négocier des contrats. Puis fait que déjà, là, il faut s'intéresser, s'investir. Fait que c'est par les actions. Ouais. C'est par les actions qu'on le voit. Si quelqu'un est passionné, là, il ne se forcera pas pour lire quelque chose là-dessus, d'écouter des balados, de regarder la télévision. C'est ça que t'aimes. Ouais, c'est ça. Tu ramasses l'info. On le sent, ça, quand on rencontre des gens, de dire hey, toi, ton oncle te dit que c'était de même. Oui, c'est ça. Il manque un petit quelque chose. Étincelle. Ça peut être la passion pour la production, mais c'est aussi la passion de faire de l'argent. C'est d'avoir un vivre de quelque chose, puis d'entrepreneur. C'est ça, de vouloir que ça marche. C'est large, là. Ça fait, j'imagine juste c'est ça, s'il y a vraiment un feeling qui provient de la personne qui l'analyse, puis de voir vraiment c'est quoi qui se présente devant lui. Fait que ça peut être assez comment dire, c'est contraire d'objectif, mais plutôt subjectif comme ça rentre pas des cases, là. Ouais, non, c'est ça, exact. Ouais. Parce qu'il y a des dossiers qu'on va présenter, parce que nous, on a un certain pouvoir d'approbation, puis ensuite, on représente plus haut. Puis des dossiers qu'on présente, on fait comme, non, regarde, je suis convaincu. Ah ouais, c'est vraiment serré. C'est vraiment serré, là, mais c'est sûr que ça va marcher. Puis il y en a d'autres qu'on présente même pas parce qu'on fait. Puis à la limite, des fois, quelqu'un se refusé, puis il revient. Oh, là, ça, j'habille pas ça, parce que le gars, ça l'a confronté, il l'a pas pris, puis il va aller voir un autre. Non, ça, il a retravaillé le truc. Il a écouté, prend le temps d'écouter, il dit, il y a peut-être ça qui est ta faiblesse. OK, ça, c'est bon, parce qu'il y a un apprentissage à ça aussi. Parce qu'on ne dit pas non juste pour dire non. Non, oui, c'est ça. Il y a quelque chose en arrière, puis on l'explique. Dans un refus, on va toujours expliquer, regarde, voici, on a vu ça, on pense que ça... Y a-t-il quelque chose que tu peux faire avec ça? C'est formateur. Ben oui, c'est ça. C'est intéressant. C'est vrai que de repartir après ça avec ça, non seulement de persévérer, puis juste ça, c'est une preuve en soi que malgré des fois des difficultés, la personne a envie de continuer puis de pousser plus loin. Mais aussi d'avoir après ça des cues vraiment sur comme qu'est-ce qu'il y a à travailler. C'est quand même précieux aussi. Ouais. Puis justement, là, on parlait un peu des bonnes pratiques pour vous approcher justement pour tout ce qui est niveau prêt, niveau vraiment projet en soi. Ça serait quoi sinon les bonnes pratiques que vous identifiez de votre côté au niveau vraiment pour cibler la rentabilité en soi d'une entreprise? T'sais? Comme on en a parlé un peu brièvement, mais tu sais, connaître ses coûts de production, minimalement avoir une idée des trucs importants comme les intrants, main-d'œuvre, ça revient à combien? Y a-t-il comme d'autres choses que vous identifiez? Se remettre en question. C'est les actions. Se remettre en question sur l'année qui a passé, sur la vision de tes partenaires associés. Fait que des fois, on travaille en silo souvent. On se lève le matin, tu as une liste de tâches, puis tu te demandes si ça me assez d'une journée pour la faire. Mais le petit temps mort là, de pouvoir prendre un break, prendre une pause, puis de discuter de tout ça là, avec tes partenaires. Là, fait que je te dirais, ça, c'est majeur. C'est perçu souvent peut-être comme une perte de temps, mais c'est... Puis, tu sais, de se remettre en question, il y a des producteurs qui vont me dire, moi, j'ai jamais le bon prix. Je me fais toujours avoir. Ben, prends un step back et regarde, de dire, tu sais, le maïs a monté à certains prix, peut-être que tu aurais pu en vendre un petit peu. Toi, tu attendais que ce soit encore plus cher ton maïs. Mais, tu sais, on répartit nos risques. On n'achète pas tous nos intrants à la même place. On ne devrait pas tout vendre notre grain en même temps. On doit répartir. Pense-y. Mais il y en a qui n'ont pas ce réflexe-là de...
De prendre pas de recul, de s'analyser. Oui, c'est ça. C'est quand même intéressant aussi. Ben, tu sais, là, vous parlez de tout ça. Moi, j'avoue qu'aussi, c'est des mises en marché que de notre côté, mettons, on connaît moins, qu'on est moins familier avec ça, tu sais, là, justement, l'histoire de comme vendre au bon moment. Au bon moment, au niveau de ton maïs. Tu sais, nous, on est plutôt dans une logique, justement, ben, tu sais, c'est prêt, on le vend. c'est prêt, on le vend, on apporte ça au marché. Puis... Sauf que vous pourriez planifier vos cédules de semis. Oui, ben oui. Tu sais, de dire, exemple, si tu veux faire des radis, puis tu vends tes radis la 3e semaine de mai, ben, tout le monde a des radis cette semaine-là. Oui, c'est ça, exact. Peut-être que tu pourrais dire, ben garde, moi, je vais les sortir la 2e de juin, mes radis. C'est quelque chose de connaître son marché, puis savoir quand sont les pics, puis quand sont les trous. Oui, c'est ça. Exact. Comme les radis du début de marché, quand il n'y a pas encore beaucoup de légumes, tout le monde en veut. Tout le monde en veut. Après ça, faire des radis en été, quand c'est tough à faire, puis que de toute façon, le monde sont tannés de manger des radis, ça marche plus. C'est ça. Mais c'est juste ça qu'il faut comprendre. Le marché il est différent par produit, par région secteur. Aussi, des fois. Tout est différent. Là, c'est intéressant. Puis, justement, mettons, pour mieux... je sais que c'est pas nécessairement votre spécialité, mais juste pour mieux comprendre, justement, comment ça se passe, justement, au niveau grains céréaliers, normalement, de ce que vous entendez au niveau de la vente. C'est plus, justement... Ouais, comment ça marche, en fait? Tiens. Non. C'est la bourse. Oui, c'est ça. C'est un marché boursier. J'ai eu le commentaire souvent d'être à la merci un peu des marchés quand tu es producteur. Tu ne peux pas décider toi-même de tes produits quand tu es dans les grains, de ton plan de culture. Puis ça, c'est peut-être une difficulté. À cette heure des marchés, ben, c'est ça, tu ne le mènes pas. Le seul contrôle que tu as, c'est toi. Tu fais quoi pour être meilleur? C'est que ce contrôle le mener, ben ça, il y a panoplie d'experts aussi pour t'aider dans les parties, comme tu dis, il y a de la misère dans la planification de ces ventes de grains, mais il y a des consultants qui font ça à temps plein. Là. Je serais peut-être pas le meilleur parce qu'une semaine, je vais faire des pommes de terre, je vais faire de la canneberge, je vais faire des carottes, tout ça. Puis, il y en a qui sont spécialisés. Il y en a qui font ça à temps plein. Fait que c'est important, ça. C'est ça. Il y a des producteurs, tu peux acheter. Mettons, il y a des gens là, déjà qui vendent leur maïs pour le mois de septembre ou octobre, la prochaine récolte. Fait que, ils placent des prix puis ils se disent, bon, ça, est-ce que c'est le bon prix? On ne sait jamais. Oui, c'est ça. Mais c'est un risque. Puis là, tu dis, ben, moi, ça, je vais en mettre un quart de ma production. Mais parce que de toute façon, j'ai pas assez de place dans mon silo, mais ce quart-là va être vendu, puis je suis safe sur ce prix-là. Parce que de toute façon, moi, je connais mon prix coûtant et je viens de faire 75 pièces. Tout est correct. C'est ça, ça marche. D'où, je pense, d'autant plus important, c'est ça. Le coûtant. Le coûtant, c'est ça, exact. Connaître son prix de production. Oui, son prix de production vient à ça. Oui, surtout en étant spécialisé aussi, à un moment donné. C'est là que ça prend comme beaucoup plus d'ampleur. T'as presque pas le droit de pas le savoir. Oui, c'est ça. T'as pas le droit. Pour rester en affaires. Oui, pour rester en affaires. C'est un bon point qu'en général, j'ai l'impression que dans plein d'autres aspects, au niveau entrepreneurial, des business, ne pas savoir, mettons, quand tu vends un seul produit, ne pas savoir combien il coûte à produire, ça devient. Oui, mais si tu vends une canne de bine, là. Oui. La canne de bine, elle te coûte toujours le même prix. Oui. Si tu vends un paquet de radis, il ne coûte pas toujours le même prix. Non, parce que là, les levées étaient moins bonnes, il y a trop oublié, tu as de la perte. Il y a un manque sur le marché, fait qu'elle se vend plus 20 $, elle se vend 25 $. C'est super difficile dans le maraîcher de savoir exactement. Oui, c'est ça. C'est plus, j'ai l'impression, ou comme tu le nommes, en fait, une question d'avoir une idée relativement ajustée à la réalité. C'est ça. Parce que je me demande, est-ce que vous en connaissez? Vous avez déjà entendu ça? Les personnes, à chaque année, elle refait, mettons, ses coûts de production. Elle fait du maraîcher diversifié, puis elle refait ses coûts de production à chaque année en fonction de la saison qu'elle a eue. Diversifié? Oui. Ouais. Non. Mais il y en a qui connaissent la production, ils disaient que l'année prochaine, on ne pourrait plus telle culture parce qu'elle n'est pas rentable. Oui. Fait que ça peut arriver. Là, ils disent, non, cette culture-là, on mange l'argent, on ne la fait plus. Dans notre rotation, elle coûte trop cher, on est mieux faire une autre culture conventionnelle de rotation. Fait qu'il y en a qui le savent. Ils ont le calcul, ils disent, on est mieux de passer de la S à roulette que d'aller le récolter. Déjà, en partant, ils connaissent que il y a pas de la valeur. Versus, couper la laitue, payer la boîte de laitue, payer le transport. Il faut que tu sois au courant de ton coût de production. Là. C'est ça. C'est triste, mais... Prends cette décision-là, tu dis, bon, je vais calculer ma perte par base. Ouais, ça, écoute, ça, c'est sûr. Des fois, je me souviens un moment d'avoir vu, tu sais, à l'épicerie,
l'épicerie qui déborde de laitue à 88 cents. Tu dis, il a dû se passer quelque chose au champ pour qu'il soit en aussi grande quantité pas cher. Là. Ouais. C'était genre la belle laitue du Québec, là, c'était des grosses pommes de laitue. Il y avait probablement une surproduction. Ouais, parce que peut-être que 2 semaines avant, il ne faisait pas super beau, ça n'a pas poussé. Ouais. Puis là, ça pousse tout en même temps. Tu sais. Puis justement, comment vous percevez un peu... Tu sais, comme tantôt, mettons, on parlait en exemple, tu sais, des radis en début de saison. Tu sais, nous, pour un peu se donner un exemple, tu sais, mettons, avec des applications comme Square, tu sais, avec lesquelles on fait des transactions, ben là, on le sait, on le voit qu'à tel moment de la saison aussi, on a vendu pour tant de radis. Parce que ça aide beaucoup quand même à chiffrer ça, puis à observer des tendances aussi, des fois. Même si c'est pas tout le temps, tu sais, ça change des fois d'année en année, mais ça permet de se faire une tête un peu sur le sujet. Vous, de votre point de vue, comment, justement, les technologies, tu sais, là, on parle de Square, mais en général, viennent à pouvoir peut-être aider non seulement à la prise de données, mais même des fois juste à être capable d'améliorer des coûts de production, automatiser certaines opérations, je sais pas. il y a un paquet de logiciels, il y a beaucoup de producteurs qui ont adapté à leurs mains, là, puis ils vont savoir exactement, tel champ, qu'est-ce que j'ai fait. C'est tout suivi, parce que maintenant, surtout, nos producteurs au Québec sont Canada Gap. Doivent avoir une norme pour pouvoir exporter. Tu dois suivre certaines normes. Okay. Donc, c'est des cahiers de charge, au même titre que c'était chez Ecosser ou peu importe. Fait qu'un paquet de cahiers de charge, mais ces cahiers de charge-là demandent beaucoup de compilation de données. Mais en compilant ça, c'est pas juste méchant. Là. C'est pas juste plate décompiler, ça donne plein de connaissances là, que les gens peuvent se revirer de bord puis s'en servir à différentes choses. Puis, point de vue de technologie, c'est un incontournable. On n'a pas le choix. Ça amène peut-être son lot de défis là, également d'investissement sur de la technologie qui n'est pas prouvée. On parle dans plusieurs secteurs, mais j'ai de la misère à croire qu'un producteur de lait qui a connu les robots de traite reviendra en arrière. Fait que un peu la même chose au niveau des entreprises, ça emploie beaucoup de main-d'œuvre. Ça devient de plus en plus dispendieux. C'est un poste qui est assez... Fait que, normalement, on veut réduire les coûts. Le poste de main-d'œuvre est normalement élevé, puis la fiabilité, tout ça. Fait que, il y a de la place à la technologie. Mais jusqu'où ça va aller, j'espère que ça va continuer à se développer parce que c'est infini. Oui, c'est ça, les possibilités. Infini. Toujours dans le but de pouvoir réduire ses coûts. De garder, en même temps, on veut garder un panier d'épicerie, garder des aliments abordables, mais il faut que les dépenses aussi soient sous contrôle. Oui, c'est ça. Puis, justement, en fait... Plus anecdotique, tantôt, vous avez parlé d'un logiciel... AgExpert. C'est AgExpert. AgExpert. Ça, j'avais pas entendu. OK, c'est ça. AgExpert. AgExpert, OK. Justement, la question qui venait un peu suivante à ça, c'était est-ce que, on sait que la technologie peut apporter énormément au point de vue agricole. Est-ce que des fois aussi, il y a un peu des ratés, mettons, observés où ce que, justement, des fois, soit le coût d'acquisition ou même d'opération de certains systèmes technologiques fait que le jeu en vaut plus la chandelle ou qu'à un moment donné, il peut tellement avoir une abondance de nouvelles technologies que ça peut devenir un fardeau, tu sais. Bonne question. Là. Moi, je répondrais un peu détourné. Tu sais. Ça peut être un problème parce que tout le monde veut un capteur de rendement dans sa moissonneuse-batteuse. Ça prend un capteur de rendement. Mais il y a une grosse gang qui vient ajuster. Il faut l'ajuster aussi. Mais en avoir plus, ça fait baisser les prix d'accessibilité à ces technologies-là, non? Oui, tout le monde en a. Fait que moi, je vois ça comme un avantage d'en avoir trop. Sauf que le gars va te dire hey, moi, j'ai fait du 16 tonnes. Non, t'as vu 16 tonnes une fois sur ton capteur de rendement, ça veut pas dire que t'as fait 16 tonnes dans ton champ. Le logiciel d'AgExpert comptable va dire à la fin de l'année, c'est ça que t'as vendu. C'est ça. Donc, ramener ces chiffres à AgExpert. Puis à la fin de l'année aussi, tu sais, de pas dire parce que t'as vu une fois sur le... Non. C'est pas tout le temps ça. J'imagine aussi ça, Justin, tantôt, tu as apporté un bon point aussi des fois de dire des technologies éprouvées aussi. Peut-être qu'il y a une nuance là-dedans, des fois de se pitcher sur... des nouvelles technologies en se faisant promettre des choses des fois par certaines technologies, mais qui n'ont pas encore été vraiment testées, approuvées, démocratisées aussi. En même temps, il faut les tester à quelque part si on veut qu'ils développent. Oui, c'est ça. C'est un mal nécessaire parce que tout ce qui se développe se fait avec et par les producteurs. Sinon, on ne peut pas le faire développer en Californie. Là. Non, c'est ça. Fait sur notre terrain, dans notre façon.
Sauf quelqu'un qui arrive avec un plan que, OK, moi, puis qui a de l'air convaincu, belle personnalité, ses chiffres se tiennent, mais que cette année, il va tout semer avec des drones qui va... Ça va pas le faire. Ça va pas le faire? Il peut commencer 50% de ses superficies avant. Il peut commencer à faire... Ouais, c'est ça. Il peut Il y a une façon de l'intégrer tranquillement pour que ça fasse du sens. Puis que faire ses preuves. Ouais, c'est ça, faire ses preuves. Pas tout faire confiance. Ça dépend toujours de l'investissement, de le risque que ça comporte. C'est une technologie que tu deviens dépendant puis elle vaut des milliards, des millions. Là, c'est là que le risque. Ça dépend toujours de le risque, la tolérance pour l'essayer. De là, il y a quand même des aides là, pour essayer de trouver des technologies. Je fais juste penser pour essayer de réduire les pesticides dans les champs, dans la culture, de trouver des robotiques pour venir à l'aide à ça. Mais je pense que c'est bienvenu. Là. Je pense que socialement, ça va être bien perçu aussi. Même les technologies qui sont arrivées pour les applications en bande, avoir de GPS pour être capable de mieux suivre justement où les matières fertilisantes sont dispersées. C'est sûr que c'est des avancées significatives. Puis je me demande aussi, à un point... c'est quoi justement, où est le point de bascule intéressant? Merci d'ailleurs pour la citation en français tantôt. Mais c'est où le point de bascule entre réussir à baisser ses coûts de production, que ce soit avec l'aide de la technologie ou autre, sans nécessairement faire de compromis sur la qualité? Comment on joue un peu avec ça? C'est complexe. Ça en est une bonne. Moi, je reviendrai tantôt à ce qu'on disait, il n'y a pas de petites économies, il n'y a pas de petits gains. Pense pas couper ton salaire de 10 % l'année prochaine. Là. Coupe un petit peu, puis gagne un petit peu, mais à la fin, ça finit par faire... une accumulation. Un gros peu. Un gros peu, c'est ça. C'est bien, ça. Parce que, des économies... Dans le fond, on vient sur la technologie, ton poste de dépense, 35-40% de ta main-d'œuvre. C'est de faire un investissement qui permet de réduire de 1-2-3% ce poste-là. Ça peut être gros. Ça peut être assez pour justifier amplement l'investissement. Puis, dans l'exemple, dans le chauffage, mettons dans des poulaillers, il y a des produits, des fois, qui ont permis de réduire les factures. Tu ne peux pas nécessairement jouer sur le prix de vente de ton produit, mais tu peux jouer sur le point de bascule. Tu ne compromets pas nécessairement la qualité. Mais... En changeant ton chauffage, tu économises beaucoup de dollars. Exactement. C'est une façon d'aller chercher la rentabilité, mais par la réduction de tes coûts. Fait que c'est tout dépendamment de l'entreprise, mais je sais pas, je réponds bien. Le point de bascule, normalement, tu ne veux pas négliger la qualité de ton produit. C'est ça. Faut pas. C'est ça. Tu ne négliges pas. Faut pas que ça aille au détriment de ça, parce que c'est ta marque de commerce. Et tu vois, moi, que tu fais juste l'étiquette. Le fourrage, un légume transformé qui n'a pas besoin nécessairement d'une qualité triple A. Mais tout dépendamment, mais normalement, tu ne négliges pas ta qualité. C'est un bon point. C'est comme non négociable parce que c'est ton nom. C'est parce que ça va être la bascule de ramener vers le bas. C'est ça. C'est intéressant. Dans le fond, ce serait quand même de viser à pas nécessairement faire des gros gains ou des grandes économies, mais de voir où est-ce que tu peux sauver pour que ça puisse s'accumuler avec le temps. Et c'est ça, dans les autres volets, on pourrait dire, là, de la ferme qui n'est pas nécessairement le produit en soi, là, que ce soit par l'économie d'énergie, de matières fertilisantes, de main-d'œuvre. Il n'y a pas de petits postes. Il n'y a pas de poste que ça ne vaut pas la peine. Le cellulaire, il y a des... C'est bête, hein? Mais tu sais, analyse ton forfait cellulaire. Analyse tes assurances. Est-ce que tu es trop ou pas assez assuré, tes bâtiments, tes équipements? Chaque poste vaut la peine de prendre du temps. De dire, OK, peut-être que là, c'est bête, là, mais sauver 10 000 $ par année en assurance, ça fait une différence. Là. C'est clair. C'est beaucoup. mais ça va vite maintenant, les assurances. Là, c'est pas long de dépenser. Là, non, c'est ça. La pointe de terre mal drainée à chaque printemps, puis tu auras une récolte de misère. Là. Ça coûte combien là, de la mettre à niveau pour chercher une récolte à chaque année? Ces petits détails-là, on l'a appris dans le détail. Puis moi, ça va me faire plaisir de faire un prêt pour ce coin de terre-là. Là, de dire, mais le drainage, tu l'as pas le 30 000 $. Mais regarde, on va le faire parce que c'est évident. C'est évident que ça va nous ramener quelque chose. Oui, c'est ça. C'est super intéressant. Je pense que c'est ça. Je pense, au final, un moment donné, pour les auditeurs qui l'entendraient peut-être pas, on est déconcentrés par un merveilleux son de sirène de je sais pas trop quoi. Mais
Ouais, c'est ça. Des fois, d'avoir un peu la perspective aussi, comment dire, d'aller faire des gains, des fois, où des trucs qui sont un peu dans les angles morts, tu sais. La Terre, c'est un bon exemple, mais même à certains moments, comme tu dis, le forfait cellulaire, les assurances, des trucs qui, des fois, on considère comme ne faisant quasiment pas partie de la business en soi, tu sais, mais qui sont, dans le fond, partie intégrante des coûts. Ouais. Je me demandais aussi, moi, c'est par rapport justement, il n'y a pas de petits gains ou de petites sauvegardes, là, pas de sauvegarde, mais d'économie, merci. Puis justement, tu sais, quelqu'un qui arriverait puis qui a un projet de croissance en disant on va faire des gains énormes, puis que c'est peut-être des fois, ça peut. En fait, comment exprimer ma question? Est-ce qu'il y a des croissances ou des gains ou des pertes que tu peux sembler peut-être des fois trop grosses, que tu fais comme c'est peut-être pas réaliste? Ou, tu sais. Ouais. C'était-tu prévu? Surprise. Maintenant, rentre avec la question chaque. C'est ça. Il y a une très gros, on aurait dit quasiment un tremblement de terre, mais qui semble différent de tout ça. Quelqu'un qui est muni drainer. Ouais, je sais pas. Comme ça, peut-être comme un. Ouais. Boum, une petite explosion. Ouais, c'est vrai qu'il y a des gros travaux à coup de main. Changement d'air. On est safe, ouais. Ça panique pas trop, là. Ouais, c'est ça. Comme dans la fenêtre si on est en danger, man. OK. Wow. Mais oui, c'est ça, dans le fond, ma question, à savoir, est-ce qu'il y a des croissances qui peuvent être évaluées comme trop importantes d'un coup pour être réalistes? Est-ce que ça se peut, ça, des croissances trop grosses, mettons, tu sais? Oui. Ouais. À la hauteur de tes moyens. Ouais. Dans le fond, il y a des risques par rapport à ça. Ouais. C'est qui prend le risque dans ce cas-là? Est-ce que c'est ton banquier ou c'est toi-même là, aussi? Là? Fait que c'est à discuter. Là. OK. Fait que, puis jusqu'où tu vas risquer ton patrimoine, tes acquis. Aussi, pour prendre ce tournant-là, il faut que tu sois drôlement convaincu et convaincant. Ouais, c'est ça. Fait que je dis pas impossible, par exemple. Il y a des choses, oui. Mais faut quand même penser au plan B, qu'est-ce qui pourrait arriver, puis de là, ben souvent, ça peut être un danger de jouer à qui tout double, puis de mettre ses acquis, puis on va vers cette technologie-là. Fait que, c'est rare. Je voudrais pas que quelqu'un se ramasse à dormir dans la rue. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais qui est tout double, là. C'est ça. Ça passe pas super bien. La prise de risque, au final, c'est ça. Très importante à essayer de vouloir des fois avoir une croissance qui dépasse la capacité nécessairement à supporter cette croissance-là aussi. Là. La technologie papier, c'est réaliste, mais après ça, le côté humain aussi, on avait sous-estimé le temps investi là-dedans, le main-d'œuvre supplémentaire, l'équipement nécessaire pour réaliser Il y a beaucoup de sous-entendus qui, en tout cas, il faut faire bien des devoirs là-dedans là, pour s'assurer. Là. Puis de la réalité qui change aussi. C'est ça, comme tu dis, une fois arrivé sur le terrain, là, on a bien beau faire toutes les projections possibles, finalement. On est quand même dans un domaine, puis j'imagine que c'est aussi propre à tout ce qui est l'entrepreneuriat en soi. Là, tu fais un plan, tu l'as étudié, tu as fait ton étude de marché, tu connais toutes tes différentes composantes de tout ça, puis là, tu arrives sur le terrain, puis tu es comme, oh, OK, il faut réajuster. Là. Oui, parce que l'équipement peut avoir été développé sur une terre sableuse, puis tout va bien. Puis là, tu arrives dans une terre rocailleuse, il n'y a plus rien qui marche. Dans une terre noire, la poussière rentre dedans, les caméras ne marchent plus. Ça s'est vu. Ah ouais. Ça ne veut pas dire que c'est adapté nécessairement. Comme maintenant, on a beaucoup de gens qui ont des lecteurs. La tomate va se classer. Il y a plein de caméras qui vont prendre les photos. Il faut que tu lui dises à la caméra, elle, c'est quoi les photos? Ça prend, les gens ne savent pas comment ça peut être long là, de feeder les machines en information. Puis, justement, là, on est beaucoup dans cet aspect-là, technologie, tout ça, mais c'est quoi qu'est-ce que vous voyez dans les grandes tendances, mettons, au niveau agricole, là, qui viennent dans le futur, qui pourraient avoir un impact sur la rentabilité des fermes, tu sais? Positivement comme négativement, on sait les changements climatiques, mais même à tous les niveaux, tu sais, c'est quoi qui va impacter, selon vous, l'agriculture dans les années qui viennent? En fait, principalement la rentabilité en agriculture, plutôt. Il n'y a pas une semaine, j'entends pas parler de main-d'œuvre. Ah ouais. La difficulté de la main-d'œuvre. Ouais. Puis pas juste l'agriculture, normalement. Moi, en tout cas, plus que tous les semaines, là, c'est une partie problématique. Là. Normalement, les producteurs, c'est pas leur data, c'est pas leur
de gérer des gens, c'est par nécessité aussi. Ouais. Fait que c'est là le défi. De la technologie peut aider, d'être bien organisé par rapport à ça, mais ça reste un défi d'aujourd'hui, puis possiblement pour demain aussi. Là. Fait que là, on a les produits, on a les terres, on a, je pense, les façons de faire, les connaissances, mais il y a quand même beaucoup de côté humain. Là. Ouais, ben oui. Trouver l'engagement des gens, puis il y a des, pas nécessairement mettre des salaires. Ils peuvent pas se permettre des grands salaires. Ben oui, c'est ça, exact. Fait que je pense que le défi est encore là. Probablement un des plus importants parce qu'on va tous continuer à consommer. Oui, c'est ça. La viande pourrait peut-être baisser un peu, on ne sait pas, mais des légumes, des fruits, la volaille, les œufs, il n'y a pas d'enjeu. Là. On va continuer. Ça va être de s'adapter. Puis la population est croissante. Fait que, c'est drôle. Non, mais c'est parce que mon papa me raconte souvent que quand lui était à l'école d'agriculture en 50, quelque chose, on était pour manquer d'aliments. Ah ouais, OK. Il y avait une crise à ce niveau-là. Oui, il y avait une crise parce qu'on n'était pas assez nombreux pour nourrir la population mondiale. Écoute, aujourd'hui, il n'y a personne qui se dit ça, on n'aura pas de place pour nourrir tout le monde. On sait qu'on va les faire. On ne sait pas tout comment, mais on sait qu'on va nourrir le monde. Ouais. Ben oui. Ouais. C'est juste de s'adapter, de faire différemment. Puis est-ce que vous voyez peut-être certaines tendances, même quelque chose qui peut être perçu comme un défi, mais qui va apporter quand même des opportunités économiques dans le futur? Même les changements climatiques, au final, il va y avoir une disparité au niveau des températures, des quantités d'eau reçues, des périodes où l'eau est reçue, mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose d'une perspective qui pourrait apporter justement des nouvelles opportunités? Mais pour moi, chaque défi est une opportunité. C'est de rebondir, c'est d'être capable de s'adapter. Quelqu'un qui ne veut pas s'adapter... L'imagination. Les gens qui trouvent... Il y a des marchés aussi qui sont à explorer, à connaître. Parle tantôt, le plus grand frein, souvent, c'est le transport. D'être capable de produire des choses qu'on ne pouvait pas produire auparavant chez nous. Tant qu'il y a de l'imagination, des gens qui veulent s'investir dans de nouvelles choses, toujours sa place. Là. C'est de créer un marché, peut-être. Les chemins risquent d'être plus difficiles, mais pas impossible. Pas du tout. Puis pour moi, il y a encore de la place pour les petits, les moyens et les grands. Ben oui. Un n'empêche pas l'autre. Oui, non, c'est ça. Puis même est pertinent à coexister ensemble. Au final, c'est des marchés différents qui vont être visés. Il peut y avoir même une fédération à travers tout ça. On a à apprendre les uns des autres. Oui, c'est ça, exact. En agriculture, c'est ce que moi j'aime de ce milieu-là, c'est qu'en général, les gens, ils changent beaucoup. Ça l'innove beaucoup. Ouais. Ils sont résilients, ils arrivent à une problématique, tu trouves une solution. Beaucoup. C'est un des secteurs au Canada, je pense qu'il est le plus innovant. Ah oui, carrément. Une belle résilience. Yes. Des humains résilients. Moi, j'aimerais ça, justement, on approche quand même de la fin de l'épisode. Ça s'est bien passé. Survie. Ouais, c'est ça, encore une espèce de tremblement de terre. Le tremblement de terre. Il faut expliquer tantôt. Ouais, c'est ça. On ira au fond des choses avec tout ça pour notre prochain épisode Enquête. Mais non, j'aimerais ça un peu avoir vous, c'est quoi votre espoir un peu, que ce soit pour le monde agricole en général ou dans ce que vous faites. Sérieusement, je me privilégie d'être connaissant puis de connaître ce milieu-là. Parce que c'est pas donné à la majorité des gens, d'être à la base, là, de connaître la base. Privilégié par rapport à ça, parce que la pandémie était bien révélateur de tout ça, de voir qu'on vient à la base. S'assurer qu'on est capable de manger, d'acheter. Le local était très important là aussi. On a une belle agriculture, on a une bien diversifiée. Puis à chaque crise économique, l'agriculture se démarque. Fait que, ça en dit long. Faut revenir, il ne faut pas l'oublier, cette base-là est là. On a quand même un beau territoire, on a accès à de l'eau, on est des privilégiés. Tellement. Fait que je ne voudrais pas dans un autre secteur non plus. Pour moi, c'est compliqué parce que je le connais moins aussi, mais franchement, au niveau de l'agriculture, ça passe les tempêtes. Puis on fait un chouette métier. On est chanceux d'accompagner des gens dans des beaux projets. Ça arrive qu'on brise des rêves, là. On les brise pas pour les briser. Non, c'est ça. On les accompagne pour essayer de changer des choses. Mais il n'y a pas une journée où je ne suis pas contente de rentrer travailler parce que
Les gens nous appellent parce que, hey, j'ai pensé à ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais. C'est extraordinaire. Ben oui. C'est extraordinaire. C'est oui, temps, c'est vraiment. Il est dynamique, notre secteur. Ouais. Très, très, très dynamique. Ouais. J'ai confiance pour l'avenir. Vraiment. J'adore ça. Eh bien, Lise, Justin, c'était un énorme plaisir de vous recevoir avec nous aujourd'hui, de pouvoir jaser tout ça. Ça a été révélateur. C'était intéressant aussi. On est allé à des endroits que j'aurais pas pensé non plus avec les réponses. Mais voilà, donc j'espère que ça a été intéressant aussi pour nos auditeurs et auditrices à la maison. Puis on se revoit pour un prochain épisode de Balado. Yes, merci. 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 Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode du balado Les idées ridicules. Pour rester à l'affût de tous les épisodes à venir, vous pouvez vous rendre sur le site web d'Origine au www.origineqc.ca et évidemment, vous pouvez vous abonner aussi là, aux pages Facebook, Instagram et YouTube d'Origine. Tous les liens vont être dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi écouter Les idées ridicules sur Spotify, Apple Podcast, Balado Québec et YouTube Music. Et si vous aimez ce balado et vous aimeriez nous soutenir, vous pouvez vous abonner à notre page Patreon. Donc, c'est sur patreon.com/idéesridicules. On veut dire aussi un gros merci à la formidable équipe des studios SF. Merci. Et un encore plus gros merci à notre équipe, à nous qui sont derrière les micros. On parle de notre coordonnatrice Camille Cloutier et de nos productrices Alissa Martel et Safia Barou. Fait qu'un gros merci. Merci la gang. À la prochaine.